qui ne connaît pas Pinocchio, le pantin de bois qui voulait devenir un vrai petit garçon? Pinocchio est l'un des plus célèbres films de Walt Disney, et comme pour Blanche-Neige et les Sept Nains, nombreux sont ceux qui pensent que la paternité de ce personnage légendaire revient au studio Disney. Walt Disney a réfléchi très tôt à l'après Blanche-Neige et les Sept Nains. Pinocchio, Dumbo et Bambi sont déjà en gestation quand le premier long métrage des studios est révélé au public en 1937. Son succès phénoménal encourage Walt à proposer au plus vite un nouveau chef-d'œuvre à un public plein d'attentes. Walt Disney avait prévu de faire de Bambi son deuxième grand film, mais le casting entièrement animal posait des problèmes spécifiques aux animateurs. La décision fut donc prise de laisser mûrir le projet et de s'atteler à la production de Pinocchio. L'une des principales préoccupations de Walt Disney fut toujours de créer des héros auxquels le public puisse s'identifier. Ceci n'alla pas sans mal avec le personnage imaginé par l'auteur italien Carlo Collodi en 1881 dans son livre Les aventures de Pinocchio. Un pantin désobéissant, impoli et moqueur qui affiche sans peur sa paresse et sa rébellion. Dès les prémices du projet en 1938, Walt Disney confie les premiers développements graphiques à Albert Hurter, directeur artistique originaire de Suisse. Celui-ci, se fondant sur des illustrations de plusieurs éditions de l'ouvrage de Collodi, réalisé par les Italiens Carlo Chiostri et Attilio Musino, donne au film sa tonalité vieille Europe. Pendant près de 6 mois, il réalise plusieurs centaines de mètres de film, imaginant plein de gags parfois cruels pour leurs petits personnages tout minces, au nez pointu et au visage statique. Pinocchio est difficile à cerner et sa personnalité de mauvais garçon effronté et trop rebelle déplaît à Walt Disney, qui juge impossible d'éprouver de l'empathie pour son héros. Pinocchio n'est pas attendrissant, il est prétentieux voire antipathique. Son aspect de marionnette, trop figé et sans expression, ne plaît également pas à Walt Disney. Milt Kahl, l'un des animateurs les plus talentueux de la nouvelle génération, va résoudre le problème en le prenant à l'opposé. Il change la philosophie du personnage en faisant un garçonnet avec seuls quelques attributs de marionnette, comme les jointures et les membres carrés. Pinocchio gagne de la rondeur, sa tenue devenue emblématique et une façon de bouger plus humaine. Lorsque Milt Kahl présente à Walt la fameuse scène animée où le pantin erre sous la mer et demande son chemin à la baleine, celui-ci est séduit. Pinocchio est né. Pinocchio est en partie animé par 3 jeunes animateurs qui ont fait leurs armes sur Blanche-Neige et les Sept Nains. Milt Kahl, Frank Thomas et Ollie Johnston. Apprenant leur métier auprès des pionniers des studios Disney, dont Fred Moore et Norman Ferguson, ils font preuve d'un talent exceptionnel et s'imposent par ailleurs très vite comme les fers de lance de l'animation Disney. Ils réussissent à donner à ce garçon un charme indéniable. Par des détails gestuels ou des mimiques, ils font de Pinocchio cet être innocent, vulnérable, que l'on voit tomber dans tous les pièges. Ainsi, Ollie Johnston anime les scènes de mensonges devant la fée bleue et réussit à rendre perceptible l'embarras touchant d'un enfant de 6 ou 7 ans lorsqu'il est démasqué. Frank Thomas, lui, en fait un petit garçon fier, notamment quand les pièces affluent sur la scène à l'issue de son show. Pinocchio semble déjà extasié par un succès soudain, comme un enfant porté par les rires et les encouragements de ses proches. Enfin, Milt Kahl le rend comique, notamment quand il veut jouer les grands en imitant Crapule, un mauvais garçon qui fume et joue au billard, et entraîne le pantin sur l'île des plaisirs. Pour faciliter le travail des animateurs, Walt Disney demande à Joe Grant, scénariste et dessinateur, de faire fabriquer des statuettes afin de compléter les feuilles des modèles préparatoires qui servent de référence pour définir les postures clés du personnage. Aidé de l'animateur Jack Miller et du marionnettiste Bob Jones, Joe Grant met au point des maquettes en 3D, puis réalise avec le sculpteur Charles Cristadoro des modèles en argile, ensuite reproduits en plâtre, puis peints. Chaque animateur possède ainsi sur son bureau une figurine en volume qui l'aide à visualiser sous tous les angles le personnage dont il s'occupe. Le dessin animé est à l'époque le meilleur moyen de figurer la magie à l'écran. Il permet d'opérer des métamorphoses comme celle de la reine qui devient sorcière dans Blanche-Neige et les Sept Nains. Dans Pinocchio, les modifications du corps du pantin sont multiples, jusqu'à son changement final en vrai petit garçon. Ces métamorphoses ne sont jamais volontaires, mais au contraire subies par l'enfant au gré de ses mensonges et de son comportement insolent. Il voit par exemple son nez s'allonger devant une fée bleue loin d'être dupe. Cette scène clé animée par Ollie Johnston est si forte qu'elle est devenue culte. Pinocchio fait littéralement exploser les limites graphiques et artistiques du dessin animé par le développement et l'amélioration des techniques
comme la couleur avec le procédé de Technicolor, la caméra multiplane, l'usage des maquettes pour la conception des personnages, ou encore l'utilisation des storyboards. Du fait de la qualité minutieuse apportée à chaque décor et à chaque protagoniste, les spécialistes s'accordent aujourd'hui encore pour considérer ce film comme un chef-d'œuvre jamais égalé dans l'histoire du cinéma d'animation. La première projection du Pinocchio des studios Disney a lieu le 7 février 1940 à New York. C'est un succès salué par le public et les professionnels de l'animation. Pinocchio reste à divers titres le film le plus accompli des studios et une référence indépassable pour nombre d'historiens du cinéma d'animation. Mais malgré le succès du film, les résultats financiers ne sont pas à la hauteur des espérances de Walt Disney. Les studios Disney ont dépensé dollar après dollar les recettes de Blanche-Neige et les 7 Nains pour que leur deuxième film surpasse le premier. Les spécialistes s'accordent à dire qu'il serait impossible aujourd'hui de réaliser un film d'une telle ambition et d'une telle envergure technique et artistique, atteignant le budget record de plus de 2,8 millions de dollars. Si les recettes des entrées aux salles aux États-Unis sont très bonnes, le début de la guerre interdit sa sortie en Europe, marché qui représente à l'époque 45% des revenus des studios. Le film ne sortira en France qu'en mai 1946 et il faudra attendre plusieurs années pour rentabiliser le budget investi. Réalisé en 2 fois moins de temps que Blanche-Neige et les 7 Nains, pour un budget 2 fois supérieur, il n'atteignit cependant jamais la notoriété du premier. Si l'élaboration du personnage central pose des problèmes, la tonalité générale du film et les choix graphiques sont en revanche très vite fixés. Rien ne se fait sans la supervision de Walt Disney, toutes les maquettes et tous les choix doivent être approuvés par lui. Walt Disney fut frustré durant la réalisation de Blanche-Neige et les 7 Nains à cause des problèmes budgétaires. Les producteurs, inquiets de ce que l'on surnommait la folie de Disney, considéraient ce premier long métrage animé comme un projet très risqué. Cette fois, fort du succès de ce premier film, Walt décide de s'accorder des libertés. Pinocchio sera la quintessence de ce qu'il ambitionne pour le futur du dessin animé, avec des personnages hauts en couleur, un scénario rythmé et des prouesses techniques impressionnantes. Walt s'était fixé pour but de dépasser les limites des possibilités qu'offrait le cinéma d'animation pour égaler, voire surpasser, les films en prise de vue réelle. Walt Disney trouve dans les illustrations des contes de fées une source d'inspiration sophistiquée qui l'enchante. Disney juge les Européens plus aptes à appréhender et donc à conférer à ses films une atmosphère rappelant le vieux continent. Mis à contribution sur Pinocchio, ces artistes vont fournir des études qui donnent l'ambiance du film. Gustav Tengren réalise des aquarelles de situations ou de décors et Albert Hurter multiplie les croquis d'objets et de mobilier. Le village de Geppetto, censé se trouver en Italie et plus précisément en Toscane, d'où est originaire Collodi, l'auteur des aventures de Pinocchio, tient plutôt d'un village bavarois teinté d'expressionnisme. L'historien de l'animation Robin Allan fut le premier à repérer que les artistes s'étaient inspirés d'une ville proche de Rothenburg, connue pour ses maisons à colombages et ses toits pentus très bas. Dès le départ, l'équipe décide de créer dans les paysages et les décors une sorte de mélange entre Allemagne, Tyrol et nord de l'Italie. Les décors de Tengren sont enrichis par une multitude de détails très fouillés et travaillés proposés par Albert Hurter, tels que la collection d'horloges à coucou de Geppetto et plus généralement l'intérieur de sa maison. Cette profusion de détails dans les décors marque la très grande majorité des scènes du film. Pendant la production de Pinocchio, le département des effets spéciaux a atteint un effectif total de 56 personnes, contre une vingtaine sur Blanche-Neige. Cette équipe se consacre à la recherche des moyens pour rendre réalistes les matières, les ombres ou les bulles, ce qui l'occupe longuement pour les scènes marines. La séquence sous l'eau est l'une des plus mémorables du film, et les artistes des effets spéciaux déploient des trésors d'inventivité pour créer des effets de caméra sous-marine à l'époque où celle-ci n'existe même pas encore. Joshua Meador, un animateur très talentueux, observe et analyse des heures durant des mouvements de bulles et d'ondes dans des aquariums. Les artistes poussent le souci du détail jusqu'à animer les algues du fond de décor et à passer 2 panneaux de verre distordants différents devant les celluloïdes afin de reproduire l'agitation de l'eau. Comme pour Blanche-Neige et les 7 Nains, le film s'ouvre sur la couverture d'un livre de contes, un principe récurrent dans les grands classiques Disney. Mais là où une main invisible tournait les pages pour faire apparaître des images fixes dans Blanche-Neige, ici, quand Jiminy ouvre le livre, la caméra opère une plongée vertigineuse depuis une vue aérienne des toits de la petite ville où vit Geppetto,
pour zoomer au cœur des rues jusqu'à la maison du menuisier. Ce procédé, visant à simuler l'immersion à travers les décors, aujourd'hui devenu banal, n'était à l'époque possible en animation qu'en utilisant la caméra multiplane. C'était une innovation spectaculaire et à couper le souffle pour l'époque. La véritable prouesse technique du film est la fameuse séquence où Pinocchio doit se rendre à l'école. Pendant 45 secondes, en plus de plonger comme dans la scène d'ouverture, la caméra serpente au détour des bâtiments, survole la ville, croise des pigeons, surplombe des enfants qui courent avant de s'établir devant la maison de Geppetto. Pour cela, les studios agrandissent les panneaux de verre de la caméra multiplane et font peindre à l'huile les murs que la caméra longe. En effet, le problème majeur de ce genre de scène est d'assurer la fluidité et la continuité des plans à mesure que la caméra zoome. Chaque celluloïd doit être changé sur différents niveaux, à différents tempos. Apparition des cloches, des pigeons et des enfants, alors que chaque panneau de verre doit habituellement être déplacé de quelques millimètres au rythme de cette progression. De plus, malgré la ventilation, les moindres poussières sur un panneau de verre peuvent apparaître énormes à l'écran, obligés à recommencer la scène entièrement. D'où l'idée de la diviser en plusieurs séquences dans Pinocchio. La scène est tournée en noir et blanc pour le test, puis en couleur. Le travail s'étend ainsi d'avril à novembre 1939. C'est probablement la scène la plus difficile et vertigineuse de l'histoire de l'animation. Son coût s'élève à 48 000 $, soit plus que le prix d'un court-métrage entier. Dans la salle, cependant, aucune réaction. Et va chier! Néanmoins, cela n'enlève rien à la qualité de la scène et du film, qui restera légendaire. Et voilà pour cette vidéo d'histoire et secrets de fabrication de Pinocchio, ce deuxième épisode après celui de Peter Pan qui était le premier. J'espère que vous avez aimé, comme d'habitude. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu, ça peut beaucoup aider quand même. Et puis laissez un petit commentaire pour me dire ce que vous avez aimé en particulier ou si vous avez des remarques à faire, voilà. En tout cas, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo, j'espère très rapidement. Allez, salut tout le monde.